Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux changements politiques intervenus en Orient durant la période allant du 7e siècle au 9e siècle, durant laquelle l'Empire romain d'Orient va devenir l'Empire byzantin, tout en faisant face à des bouleversements et métamorphoses. L'Empire, attaqué de toutes parts, lutte pour sa survie et traverse une grave crise iconoclaste. Vous voulez en savoir plus sur les métamorphoses de l'Empire byzantin? Venez avec moi. L'idée de légitimité dynastique a fait, au 7e siècle, de rapides progrès, jusqu'à la longue série de désastres et de coups d'État qui suit la première chute de Justinien II. Le trône fut constamment occupé par des membres de la famille des Héraclides, qui firent ainsi bénéficier l'État d'une incontestable continuité. Exception faite pour le domaine religieux, continuité qui tient peut-être en partie aux traits de caractère communs aux Héraclides. Un goût très vif de l'action, des dons de stratège, une piété sincère, un sens de l'autorité dégénérant parfois au despotisme. La régularité de ces successions est d'autant plus remarquable que le 7e siècle ne fut pas une époque de tranquillité. Cette période, qui voit réduire de moitié l'étendue des territoires où s'était exercée l'autorité de Justinien Ier, couper les grandes voies commerciales vers l'Orient et l'Occident, reculer la culture et l'activité urbaine, amener par 2 fois l'ennemi jusqu'aux portes de Constantinople, présente tous les aspects d'une décadence. L'Empire byzantin ne présente alors que les aspects extérieurs d'une décadence, car une rénovation si profonde s'opère que sous le règne d'Héraclius avec le début de l'Empire byzantin à proprement parler, c'est-à-dire de l'État grec du Moyen-Âge. La survie de cet État à travers une si terrible crise étonne les philosophes français du XVIIIe siècle, qui ne voyaient dans l'histoire byzantine qu'un tissu de révolte, de sédition et de perfidie. Elle est due sans doute aux forces vitales que l'Empire gardait encore en lui, mais aussi à une double chance. La première est d'ordre géographique. L'attaque arabe, dont le point de départ se situe à peu près à la jointure de l'Afrique et de l'Asie, tombe d'abord sur l'Égypte et les provinces d'Orient, qui précisément par leur situation excentrique, leur attachement à l'hérésie, le prestige même des vieilles capitales constitue un obstacle à l'unité de l'Empire. Ce qui restera de celui-ci, après la perte de ces provinces, forme désormais autour de la capitale un bloc plus cohérent et plus difficile à entamer. La seconde chance de l'Empire, c'est que les Héraclides aient su renoncer aux rêves universalistes de la dynastie justinienne et comprendre assez tôt que cet État, remodelé par le nouvel équilibre politique de l'Asie intérieure, il fallait des institutions nouvelles. À sa mort, Héraclius laisse un empire amputé par les Arabes de l'Arménie, de la Mésopotamie, de la Syrie-Palestine et bientôt de l'Égypte, les Balkans submergés par les Slaves, de la mer Noire à la Dalmatie, échappent pour le moment à l'autorité impériale. Mais l'armature de l'État était bien plus forte que sous Justinien. La réforme administrative avait subsisté aux anciennes provinces, trop petites et trop nombreuses. Un système cohérent de thèmes ou divisions militaires dirigées par des stratèges auxquels était subordonnée l'administration civile. La préfecture du prétoire, dangereuse par l'énormité de ses attributions, avait disparu et ses services financiers avaient repris leur indépendance. Dans l'armée, l'importance des troupes mercenaires, peu sûres et très coûteuses, avait considérablement diminué par l'installation de soldats paysans. Dès 635, Damas tombe aux mains des Arabes. En 636, une armée byzantine dépêchée par Héraclius est écrasée à Yarmouk. En 638, Jérusalem est envahie. Alexandrie est perdue en 642. Il aura fallu moins de 10 ans pour que l'Empire byzantin, pourtant vainqueur des Perses, perde d'une façon définitive ses provinces orientales les plus riches et les plus peuplées. Ce recul de Byzance s'explique par l'inadaptation des défenses de l'Empire à l'invasion arabe. L'armée frontalière étant en plein déclin, le réseau des forteresses étant trop peu dense et les mercenaires byzantins n'offrent qu'une résistance modérée. Les villes sur lesquelles le pouvoir byzantin avait tout misé pour résister aux Arabes, ne possédant alors pas d'équipement de siège, ne voyant pas de renforts arriver, préfèrent se rendre dans des conditions honorables. Quelques villes ont choisi la résistance mais ont été massacrées, comme Gaza ou Césarée. Les Romains ont aussi sous-estimé le phénomène, pensant qu'ils n'avaient affaire qu'à de simples razzias et non à une invasion massive.
Les divergences religieuses expliquent en partie le manque de fidélité à l'empereur. Mais c'est surtout le repli de l'administration et de l'armée qui rendent compte du désastre. Le contexte du 7e siècle est celui d'une grande peur de la fin des temps. Les chrétiens, s'appuyant sur les visions de Daniel, voient les Arabes comme le fléau de Dieu. Le premier réflexe des chrétiens d'Orient est donc la peur. Cette dernière passée, le dialogue qui s'installe devient rapidement une polémique. Les conquérants arabes, fraîchement convertis à l'islam, ont un comportement ambigu envers les non-musulmans. Ces derniers sont des infidèles qui doivent être tués ou convertis selon le Coran. Néanmoins, les Omeyyades ne peuvent pas leur faire la guerre. Ils ont besoin des chrétiens en tant que fonctionnaires. Les chrétiens et les juifs acquièrent le statut de dhimmis, citoyens de seconde zone, protégés en échange d'un impôt qu'ils doivent payer les non-musulmans. Jean d'Amansné, mort en 753, qui vit sous la domination musulmane, donne une vision de l'islam aux Byzantins. Cette nouvelle religion est considérée comme une hérésie grossière du christianisme. Les chrétiens se sentent alors intellectuellement supérieurs, certains théologiens allant même jusqu'au martyre pour montrer la puissance de leur foi. Les armées musulmanes du calife Muyayiwa commencent à lancer des incursions en Anatolie, mais le plus inquiétant pour Byzance est la décision des chefs arabes de se doter d'une flotte de guerre. Les musulmans lancent par la mer des raids, notamment contre Rhodes et la Crète. En 655, une flotte byzantine est battue, défaite, ouvrant la perspective d'un siège de Constantinople. Le calife prend la décision de lancer un siège de la capitale byzantine à la fois par mer et par terre. En 674 commence le siège, levé 4 ans plus tard lorsque la flotte de Constantin IV incendie les navires ennemis grâce à une arme nouvelle, le feu grégeois. Le reste de la flotte est presque entièrement décimé par une tempête en regagnant ses bases. Dans le même temps, une armée arabe est écrasée par les troupes d'Anatolie. L'armée musulmane devra attendre une génération pour se reconstituer. Muawiya est contraint de payer un tribut annuel de 3000 pièces d'or, 50 prisonniers byzantins et 50 étalons. Justinien II, successeur de Constantin IV, décide de mener une offensive en Anatolie, mais subit un grave revers du fait de la trahison des troupes slaves. Il est détrôné par un stratège, Léonce. Tout le bénéfice du redressement byzantin est perdu. L'Arménie et la Lazique passent dans le camp musulman. L'Afrique est définitivement perdue en 698. Les Byzantins sont chassés de la riche province de Silésie. En quelques années se succèdent à Byzance plusieurs empereurs, dont les règnes sont brefs et se terminent dans la violence. En 717, profitant des troubles intérieurs byzantins, les Arabes réunissent une énorme flotte et une importante armée pour assiéger à nouveau la capitale byzantine. Mais l'hiver est très dur pour les assiégeants qui perdent de nombreux hommes, chevaux et chameaux. D'autre part, la flotte de l'empereur byzantin Léon III, empereur depuis quelques mois seulement, fait subir de lourds dégâts à la flotte arabe grâce au feu grégeois. Le siège dure 1 an et malgré leur nombre et l'arrivée de renforts, les musulmans minés par la famine doivent se retirer sur l'ordre du nouveau calife Oumar II, le 15 août 718. Comme en 678, une féroce tempête anéantit le gros de la flotte ennemie en déroute. La retraite des troupes terrestres est désastreuse. Jamais les musulmans ne seront en mesure de remonter une pareille expédition. La victoire légitime, le nouvel empereur Léon III qui peut fonder une dynastie, celle des Isoriens, et ainsi rétablir un état solide sur de nouvelles bases. Peu après le siège, les empereurs Léon III et son fils Constantin V passent à l'offensive en récupérant une partie des territoires perdus d'Anatolie et en écrasant une grosse armée arabe à Ikrion en 740. Constantinople échappant à l'ennemi, l'administration impériale ne connaît jamais de rupture. L'Empire subissant une forte réduction de sa superficie, il s'ensuit une diminution proportionnelle du nombre de ses fonctionnaires. Les bureaux rattachés à Constantinople deviennent plus importants du fait de la concentration des ressources dans la seule grande métropole survivante et de l'afflux des élites provinciales dans la capitale. Tout fonctionnaire tient son pouvoir par délégation de l'empereur.
Le personnage le plus puissant à Constantinople après l'empereur est l'éparque, qui dirige l'administration municipale, la police, le contrôle de l'approvisionnement, des prix et la surveillance des étrangers présents dans la métropole. Contrairement à l'Occident, l'Empire a su maintenir une taxation régulière qui lui a permis de garder une monnaie d'or forte. Des lacunes dans les sources nous font ignorer la part des impôts payés en numéraire ou en nature pendant l'âge sombre, et l'imposition dans les provinces lointaines. Néanmoins, on peut affirmer que la stabilité fiscale de l'Empire permet d'entretenir une armée importante et de payer des fonctionnaires fidèles, et expliquer en majeure partie sa survie. À partir du 7e siècle, l'impôt devient proportionnel à la richesse du contribuable. Ainsi, si un paysan est estimé 2 fois plus riche que son voisin, il paie 2 fois plus d'impôts. On ne connaît pas précisément la proportion du revenu paysan prélevé, mais on l'estime entre le 5e et le quart, ce qui, comparé aux États de l'Occident médiéval, est supportable. Les contribuables d'un village sont solidaires sur l'impôt, c'est-à-dire que si l'un des villageois vient fuir, les autres villageois paient à sa place, mais reçoivent en échange le droit de cultiver sa terre et de profiter de sa récolte. Ce système permet à l'État de recevoir des revenus assez stables, sauf circonstances exceptionnelles, comme invasion ou catastrophe climatique. La notion de thème apparaît pour la première fois dans les sources connues, dans un document de 687 de Justinien II, destiné au pape, et l'origine elle-même du nom reste obscure. On ne connaît donc ni l'auteur de la réforme, ni précisément la nature des thèmes. Les troupes provinciales se substituent donc à l'armée centrale. Les thèmes se mettent aussi à désigner une circonscription administrative qui remplace, en un peu plus d'un siècle, les vieilles provinces romaines. Une des principales raisons de la création des thèmes est l'entretien de troupes les plus nombreuses possibles pour se protéger au mieux de la menace arabe au moment même où l'État traverse une crise financière. Les soldats, plus proches des paysans producteurs qui paient l'impôt en nature, pouvaient se procurer du ravitaillement plus facilement et à moindre coût. Si l'armée des thèmes se révèle efficace pour repousser les petites incursions ennemies, elle est en revanche incapable d'arrêter une invasion massive. Quand ils le peuvent, grâce à des revenus suffisants, les empereurs byzantins reconstituent une armée centrale composée de professionnels. Des régiments d'élite sont créés par Constantin V et augmentés par ses successeurs en fonction des ressources fiscales. Les images existent depuis le début du christianisme avec pour but l'enseignement de l'histoire sainte. L'image domestique se développe généralement une peinture à l'eau sur un petit panneau de bois d'un portrait unique. Puis apparaît la croyance en les pouvoirs miraculeux de l'objet, le phénomène cristallisant la puissance divine dans l'icône, icône qui pleure, qui saigne, etc. Juste avant l'iconoclasme, les images saintes sont devenues un phénomène majeur dans la vie byzantine et font l'objet d'une dévotion publique ou domestique. Même les images de l'empereur, lieutenant de Dieu sur terre, font des miracles. À la fin du 7e siècle, Justinien place le Christ sur ses pièces. Mais les Isauriens décident de replacer l'image de l'empereur sur les deux faces de la monnaie. Au 8e siècle, les chrétiens de l'Empire s'interrogent sur les raisons de la colère divine qui semble s'abattre sur l'Empire chrétien. Invasion, épidémie, catastrophe naturelle. Ces questionnements vont être une des sources de la crise iconoclaste. Dans les années 725, plusieurs prélats d'Asie mineurs s'interrogent sur le bien fondé du culte des images. Le patriarche Germanos réplique qu'il a tort de s'alarmer, car le Christ avait été homme et qu'on peut donc le représenter. En 726, Léon III fait retirer l'icône vénérée de la porte de Chalkée, représentant le Christ et prenant la tête du mouvement iconoclaste, proscrit les images en 730. Germanos démissionne et finit sa vie paisiblement dans un monastère. Cette querelle des images, condamnée par le pape Grégoire II, modifie en profondeur les rapports entre Rome et Constantinople. En 754, l'empereur iconoclaste Constantin V réunit un concile à Hériara qui délibère et donne une réponse très favorable à l'iconoclasme. L'empereur Constantin V se montre encore plus combatif dans sa politique iconoclaste que son prédécesseur Léon III, commandant des persécutions cruelles. Le règne de Léon IV est celui de l'apaisement.
L'empereur est surtout sous l'influence de son épouse Irène, qui à sa mort en 780 assure la régence de l'Empire au nom de leur fils Constantin VI. En 787, elle parvient même à faire condamner l'iconoclasme dans un concile réuni à Nicée. Le culte des images est réintroduit. Irène est destituée en 802, mais ses successeurs poursuivent sa politique jusqu'en 813, date de l'accès au pouvoir de l'empereur Léon V, qui règne de 813 à 820, provoque un second iconoclasme dès son arrivée au trône. Il considère le concile de Nicée comme illégitime, remet en vigueur celui des Rias et entame une politique iconoclaste sévère que la première. Léon V est assassiné en 820, mais ses successeurs poursuivent sa politique. Parmi ses successeurs, Théophile, 829-842, se démarque en prenant pour modèle Constantin V et en prétendant démontrer le soutien divin de l'iconoclasme par ses victoires militaires. Cependant, en 838, il est personnellement battu par les Arabes qui s'emparent d'Amorion. À sa mort, sa veuve Théodora prépare le rétablissement des images. Le 11 mars 843, le culte des images est officiellement restauré par un simple synode qui rétablit les actes du concile de Nicée. Le Christ associe deux natures, divine et humaine. L'image du Christ permet ainsi simplement d'exprimer le mystère de l'incarnation. L'Empire, ayant failli disparaître sous le coup répété des conquérants musulmans, résiste et se réforme. Alors en état d'infériorité face aux Arabes, il connaît un redressement et commence à reconquérir des territoires perdus. Parallèlement, la crise intérieure iconoclaste aboutit à un renouveau de la philosophie au moment où l'Empire repart sur de bonnes bases. Comme on l'a vu, à la frontière entre l'Orient et l'Occident, mêlant des éléments provenant directement de l'Antiquité avec des aspects innovants dans un Moyen-Âge, parfois décrit comme grec, il devient le siège d'une culture originale qui déborde bien au-delà de ses frontières, lesquelles sont constamment assaillies par des peuples nouveaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.